Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. 25 ans après le référendum de 1995, on se demande avec la députée Catherine Fournier si l'indépendance intéresse encore les jeunes aujourd'hui. Elle est là. Salut Catherine. Oui, bonjour Geneviève. Écoute, j'ai vu, je sais même plus s'il faut que je te dise vous ou tu, là. On se dit-tu vous ou tu? On peut se tutoyer. Moi, je serais bien à l'aise avec ça. OK, on est jeunes, on se connaît un peu, tutoyons-nous. J'ai lu ton texte dans Urbania avec grand intérêt où tu te posais la question, justement, qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté maintenant? Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le référendum? Catherine, c'était en 95. Là, je suis pas très bonne en calcul, mais je pense que tu avais comme 3 ans. Exactement. Donc, bien sincèrement, j'aimerais ça. On dirait que c'est ça, j'essaie entre me questionner à savoir est-ce que j'ai de la peine de ne pas avoir vécu un moment aussi historique et exaltant, ou est-ce que dans le fond, je suis un peu soulagée parce que ça me permet de pas avoir cette espèce de souvenir très crève-cœur de défaite, parce que sincèrement, je me dis que pour les gens qui se sont engagés, puis tu sais, qui ont mis tellement de cœur, d'énergie, ça a dû tellement faire mal que dans le fond, je pense que c'est peut-être mieux. Je vis bien avec le fait que je n'ai aucun souvenir du référendum de 95. Je dois dire que j'étais probablement pas mal plus préoccupée de l'Halloween le lendemain à cette époque-là. Donc, t'es pas nostalgique de cet événement-là parce que tu l'as pas vécu? Ben, il y a de ça, puis il y a aussi de dire que c'est un projet qui a été défendu, qui a été porté très loin par les générations précédentes. Là, on l'a bien vu en 95, ça a passé là quelques dizaines de milliers de voix d'avoir un dénouement positif pour le camp des souverainistes. Donc moi, je reconnais vraiment le travail qui a été fait, puis je vois pas ça d'un mauvais œil. Moi, je me dis, je vois plutôt ça comme on part avec une base qui est très intéressante, parce que moi, je suis pas mal convaincue que s'il y avait un nouveau vote sur la question ou une consultation populaire, que ceux qui avaient dit oui en 1995 seraient encore ouverts à ce projet-là d'indépendance. Donc, tout ça, je me dis, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les nouvelles cohortes d'électeurs. Donc, celles et ceux qui étaient trop jeunes ou qui n'étaient pas encore nés en 95, puis également ceux qui se sont joints au Québec depuis cette époque. Mais t'es bien sûr, parce que moi, quand tu me dis ça, là, que les gens qui avaient voté oui à l'époque, assurément, seraient encore ouverts à le faire aujourd'hui, moi, on dirait que je suis pas sûre de ça. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont changé leur fusil d'épaule. Là, quand les gouvernements, les partis sondent la population sur la souveraineté, c'est une idée qui est pas très populaire, ou du moins qui est pas très populaire auprès d'une certaine tranche de la population. Et là, je pense entre autres aux jeunes. Je dis pas que ce serait nécessairement acquis, mais je pense que ça pourrait être quelqu'un qui a déjà voté oui serait certainement plus facile à mobiliser que quelqu'un qui était pas favorable en 95. Mais bien sûr, là, il y a du travail à faire. Puis c'est sûr que pour les plus jeunes générations qui, elles, ne se sont jamais prononcées sur la question, il faut quand même rappeler que c'est l'ensemble des 42 ans et moins aujourd'hui qui ont jamais pu se prononcer sur la question. C'est normal, quand on n'est pas confronté à un choix en tant que tel, on n'est pas nécessairement porté à prendre position sur ce genre d'enjeu, d'autant que ça a été pas très présent dans le débat public depuis cette époque-là, autrement que pour parler justement des aspects plus négatifs ou parler de l'aspect mécanique, l'aspect référendaire, mais il n'y a jamais vraiment eu de débat depuis cette époque-là sur le projet. Donc, je pense qu'on peut pas présumer de quel côté iraient les jeunes générations, parce qu'on l'a bien vu en 95. Bon, je dis évidemment, je m'exclus, mais les jeunes étaient moins favorables que les autres tranches d'âge, en fait, quelques mois avant le référendum, parce que c'était des jeunes qui avaient souvent pas vécu le référendum précédent de 1980. Mais pourtant, grâce à la mobilisation, au final, ce sont les jeunes québécois de l'époque de 95 qui ont voté le plus favorablement
en faveur de l'option souverainiste. Donc, ils partaient de très loin, mais c'est eux qui ont voté le plus largement en faveur. Donc, je trouve ça intéressant. Ben oui, c'est intéressant, effectivement, parce que je regardais différents reportages où on a questionné des jeunes, justement, par rapport à l'indépendance, et je me suis rendu compte que peut-être que cette idée que les jeunes s'intéressaient pas à cette question-là, elle n'était pas si vraie, parce que ce qui revenait beaucoup dans la discussion, c'est que les jeunes qui s'intéressent à l'indépendance, qui sont quand même plus nombreux qu'on pense, là, ils sont tournés vers des enjeux comme l'environnement, la culture, et ils ont l'impression de ne pas être représentés par le Canada. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'avais pas vu venir. Oui, tout à fait. Puis j'ai fait une tournée dans les cégeps, les universités dans les dernières années. J'ai rencontré des centaines d'étudiants. Puis je dois dire qu'il y a une grande curiosité, en fait. C'est simplement que le projet d'indépendance n'est pas nécessairement tellement connu. Puis oui, les jeunes qui se sentent interpellés par des causes comme la culture, comme l'environnement, voient pour certains un lien avec les aspirations nationales du Québec. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut concevoir l'indépendance peut-être différemment que dans les époques précédentes où c'était mené là, par des partis politiques d'abord et avant tout. Je pense qu'on revient à des causes plus citoyennes. Mais plus large. Dans l'engagement politique. Oui, exact. On voit que dans l'engagement politique, les jeunes, mais c'est vrai pour la population en général aussi, il y a de moins en moins de gens qui sont portés à s'engager pour un parti en particulier. Non, mais on est cynique. Les gens n'ont pas confiance aux politiciens, à la politique en général. Moi, j'ai pas l'impression que le projet d'indépendance peut tant passer par un parti en ce moment. Est-ce que tu vois, toi, Catherine, un parti qui pourrait mener un projet d'indépendance à bout? Là, on vient d'avoir Paul Saint-Pierre Plamondon au PQ, mais est-ce qu'il va intéresser les jeunes? Ben, tant mieux s'il arrive à intéresser des gens au projet d'indépendance par le Parti québécois. Moi, pourquoi j'ai décidé de devenir députée indépendante? Parce que justement, je pense que ça passe par la voie non partisane, qui est plus rassembleuse, donc aller au niveau des mouvements citoyens. Mais je veux dire, je pense qu'il n'y a pas une seule approche non plus qui fonctionne. C'est simplement qu'il faut réussir à apprendre à travailler ensemble, puis essayer de nouer des liens, puis bâtir cette confiance-là, parce que tu as tellement raison, Geneviève. Les gens n'ont pas confiance à la politique. Mais en même temps, l'indépendance, c'est un projet politique. Donc, il faut qu'on travaille à redonner le goût de l'action collective aux Québécoises, aux Québécois, qu'on leur redonne confiance aussi en la politique, parce que c'est bien difficile de voter ou de vouloir militer pour un projet qui est politique si on n'a pas confiance en la politique d'abord et avant tout. En terminant, sortons un peu du sujet de l'indépendance du Québec. Je me suis intéressée cette semaine à la motion que tu as proposée à l'Assemblée nationale en proposant un plan interministériel de lutte contre les polarisations sociales, la radicalisation pouvant mener à la violence. Cette motion-là a été rejetée. Le gouvernement a voté contre la proposition. Ironiquement, c'était la veille de l'attentat de Nice. Est-ce que tu trouves qu'on fait trop peu, trop tard? Autrement dit, on devrait pas se dépêcher justement d'adopter un plan parce que des groupes radicaux, des idées radicales, il y en a ici, là. Exactement. Moi, la motion que j'ai déposée, ça invitait le gouvernement du Québec à être proactif. Je pense que tu partages mon exaspération, là, mais je suis tannée qu'on doive attendre qu'il y ait des événements dramatiques avant de poser des gestes, avant de dire, il faudrait qu'on puisse avoir un plan pour faire de la prévention. Il faut qu'on puisse avoir une vision à long terme. On est chanceux au Québec. Oui, il y a de la polarisation, mais on s'entend, les divisions sont quand même beaucoup moins profondes que ce qu'on peut voir chez les Français ou qu'on peut voir au sud de la frontière aux États-Unis. Donc, mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis, là. La cohésion sociale, ça peut se perdre. Alors, il faut qu'on ait des plans pour lutter contre les trop grandes polarisations sociales. Il y a des experts qui le revendiquent depuis longtemps. On avait un plan, en fait, qui est venu à échéance en 2018. Ouais. Donc, il est temps qu'on le renouvelle puis qu'on l'élargisse aussi parce qu'à ce moment-là, il était coordonné par le ministère de l'Immigration. Personnellement, je suis pas sûre que c'est le meilleur message à envoyer. Je crois que ça doit être élargi à l'ensemble des sphères de la société, parce que des mouvements polarisants ou des mouvements radicaux, il y en a dans plusieurs sphères. Et donc, plusieurs religions. Être porté. Oui, tout à fait. Puis ça dépasse même le phénomène religieux. Puis on le voit avec la pandémie, tout le phénomène de la radicalisation par l'adhésion aux théories du complot. Ça aussi, c'est préoccupant. Puis ça pose des menaces autant à la santé, à la sécurité publique. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement vaste, mais ça doit être érigé au rang de priorité par le gouvernement. Et c'est pour ça que moi, je demandais à ce que le plan puisse être porté par le cabinet du Conseil exécutif, qui est le cabinet du premier ministre.
Malheureusement, le gouvernement a refusé d'aller de l'avant, mais bon, peut-être peut-il changer d'idée dans les semaines à venir. Qui sait, ce serait une bonne nouvelle. Moi, je ne perds pas espoir. Ben, on l'espère. Catherine Fournier, merci. Catherine Fournier, qui est députée indépendante de Marie-Victorin.